Le littoral français à pied sec comme rarement. La marée du siècle est passée par là. Entre Manche et Atlantique, la côte s'est offerte sans retenue. Et vous étiez peut-être de la fête. Bonsoir. Les grandes marées de cette année 2015 nous offrent des coefficients exceptionnels qui n'arrivent que très rarement. Autour de ce phénomène maritime, je vous propose une soirée événement et nous allons la vivre ensemble. Vous êtes bien sur le répondeur de David Moref. Je suis actuellement en congé. Vous pouvez toutefois me laisser votre message et vos coordonnées et j'essaierai de vous rappeler dans les meilleurs délais. Merci, à bientôt. Au revoir. Dans Thalassa ce soir, des passionnés. Il faut qu'on fasse gaffe, là on va se garer par rapport à la marée. C'est comme tout le chemin va être submergé à marée haute. Michel et David sont des photographes migrateurs, chasseurs de grandes marées. J'ai eu des amis qui venaient du côté de la Méditerranée et qui ne savaient pas ce que c'était que la marée. Je me suis dit, ce serait quand même rigolo si on leur montrait ce que c'est pour de vrai. Une grande marée, c'est ça, version descendante. Le week-end dernier, vous avez été des dizaines de milliers à flirter avec un littoral méconnaissable. D'habitude, on n'a pas accès si loin, et puis là, on a des moules vraiment de taille vraiment remarquable. On a à peine 3 quarts d'heure, parce que là, elle commence déjà à remonter. Là. Les gens sont sur la côte. Ils sont sur la côte. Ils veulent la voir, cette marée. Et ils ont raison. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que nous soyons prêts à intervenir. Quand la mer s'amuse avec la lune, nous irons des côtes de la Manche au Pays Basque vivre la marée du siècle. Un rendez-vous pris pour certains depuis des années. Il y a des aiguilles qui sont tordues en plus. C'est le cas de Bertrand, horloger dans le Pas-de-Calais. Demain matin, il y a donc un coefficient de marée de 119 et j'irai voir l'épave du Socotra, ce superbe cargo qui s'est échoué il y a une centaine d'années. La marée du siècle, c'est ça aussi. Un littoral qui se protège entre Vendée et Pays Basque. On verra bien ce qui nous arrive dessus. Maintenant, je pense que tout est prêt. Car la mer finit toujours par remonter, offrant un spectacle fabuleux, comme ici, à Saint-Malo. Yves et sa famille ont passé 2 jours extraordinaires. On l'a pas vu venir, hein. Quand on était en train de discuter, on l'a pas vu venir. Premier acte de notre soirée, notre histoire commence quand la mer se retire. Les jours de grande marée, elle recule sur des centaines de mètres, voire des kilomètres. Ce spectacle unique attire des milliers de curieux et c'est un moment à part pour les habitants du littoral. Quand les acteurs de la grande marée entrent en scène, rien ne les arrête. Donc là, on a, moi, mes premiers moutons à moi, là, c'est les miens. Après, il y a 2, 3 bergeries, là, quoi. Et tout le monde se mélange dans la journée. On a une sacrée vue, quand même. Ouais, c'est beau ici, hein. Michel et David partagent la même passion. Bon, Michel, on se tente une petite photo avec le mont derrière? Allez, souvenir, allons-y. Donc moi, c'est Michel, professeur des écoles depuis quelques années. Dans une autre vie, j'étais un peu écologue et botaniste. Et mes passions, c'est la photographie, le time-lapse en particulier, et aussi la musique et la nature en général. Allez David, à ton tour. Un petit sourire.
Je suis consultant informatique. Dans une autre vie, j'ai été étudiant en biologie et en écologie. Et puis mes passions, c'est essentiellement la photo, la vidéo et la nature en général. Leur spécialité, le time-lapse. Bien, on est prêt, maintenant on peut s'ennuyer. Aujourd'hui, on va rester à proximité pendant 6 heures, je pense. Il y a des jours où on met l'appareil à 6 heures du matin et on termine à 22 heures. Et voici la recette d'un bon time-lapse. Des milliers de clichés mis bout à bout, comme ici, pour accélérer le temps. On prend des vues au même endroit, à intervalles réguliers. Tout est accéléré de façon vraiment très rapide. Donc on a des phénomènes qu'on n'arrive pas à voir à l'œil nu de très facilement en fait. Avec un peu de chance, ils vont passer devant l'objectif et on devrait voir quelque chose. Il y avait une chance sur deux pour qu'ils passent entre les cadrages. On est dedans. C'est raté. Ça fait partie des aléas, on va dire. Donc on ne fait pas toujours ce qu'on veut quand il y a des animaux, du coup. On aura un tournage à refaire demain. La marée du siècle, c'est d'abord une histoire de calendrier. Et puis là, il y a les aiguilles qui sont tordues en plus. Et à ce petit jeu, Bertrand est plutôt bien placé. Par tradition, l'horloger est bien ponctuel et c'est vrai que c'est très important dans notre métier. Grâce à cette table de marée, on peut prévoir vraiment nos sorties. Alors bon, bien sûr, étant un amoureux des grandes marées, il y a donc un coefficient de marée de 119 et c'est avec plaisir que j'irai voir l'épave du Socotra. On a seulement 1 heure à 1 heure et quart pour avoir ce superbe cargo qui s'est échoué il y a une centaine d'années. Il est encore très tôt, mais Bertrand ne tient plus en place. 18 ans qu'il attend son tête-à-tête. Alors ce vent de sud-ouest va vraiment faire une érosion sur toute cette plage. Mais pour voir l'épave, c'est un bon vent, c'est un bon temps, tranquille. La plage du Touquet est encore déserte. Après quelques minutes de marche, voilà. La récompense est en vue. Alors là, c'est la partie avant, mais qui a essayé réensablé un petit peu. Et là, la partie arrière. Alors il y a 80 mètres entre les deux parties. Car le 25 novembre 1915, il s'était juste ensablé. Et tout le monde avait dit, voilà, une grande marée arrive dans 3 jours, pas de problème, le bateau, long de 137 mètres, va se redécoller tout seul. Mais c'était faux. Parce que pour finir, il s'est ensablé, et d'un seul coup, c'était pas une marée normale qui est arrivée, mais une grosse tempête le 1er décembre. Et forcément, la base du bateau étant prise dans le sable, clac, il s'est cassé en deux.
Alors j'ai le plaisir de vous présenter le rameur. Elle a une bonne bouille quand même. Et ce qu'il y a de bien, c'est que le visiteur... Merde. Le visiteur de l'épave peut tout s'imaginer. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? D'un seul coup, il peut imaginer une tête de cygne, une tête d'âne, une tête de cerf, là-bas, elle est là-bas sous l'eau aussi. Ouais, il est où, Dany? Et à chaque fois, bon, on voit des copains sympas, on discute. Bon, Daniel, c'est vraiment le spécialiste. Ensuite, il y a toujours des pêcheurs à crevettes qui rôdent. Et les chasseurs de moules et tout ça, les pêcheurs de moules plutôt. Et c'est vraiment fabuleux, parce que quand on regarde comme cet arbre de transmission, voilà, maintenant, cet arbre de transmission a une autre histoire. Il y a plein de moules dessus. Ce bateau est devenu un lieu de pêche. Non, mais ce qui est bien, c'est que tu sens la fraîcheur. Heureusement que j'ai une tenue adéquate. Alors le bateau, il a connu le faste, il a été donc inauguré, bouteille de champagne, tout ça, sur sa coque en 1897. Il a été construit à Newcastle, il a fait la route des Indes et tout ceci. Ensuite, il a fait un super parcours jusqu'en Australie. Et il est venu s'échouer ici, alors dans l'anonymat le plus complet. Ensuite, il a été arasé, voilà, c'était quand même malheureux. On l'a laissé l'épave là pourrir, quoi. Pourrir, oui, c'est le terme. Alors maintenant, je pense que pour le 100e anniversaire de l'épave, en 2015, bah, il faut lui donner un petit peu d'élan. Et voilà, et je pense que c'est mon rôle, le faire connaître à tout le monde. Voilà. Et je pense que je vais réussir. Dans quelques heures, l'épave du Socotra sera prise d'assaut. Juste le temps pour nous d'un petit détour par la baie de Somme. Là-bas, d'autres passionnés entendent bien surfer sur le phénomène grande marée. Alors là, on va aller chercher le mascaret. On a quelques débutants avec nous, mais on a deux personnes qui n'ont jamais fait le mascaret, qui n'ont d'ailleurs même jamais pagayé, donc on va leur faire découvrir. Alors une petite appréhension quand même ou pas? Pas du tout. C'est là pour profiter. Quand la marée monte, on a un phénomène qu'on appelle le mascaret. Voilà, c'est une onde qui rentre dans la baie et qui déferle. Carole, on peut plus reculer là. Non, ça y est, on y va. Pour profiter du mascaret, direction le cœur de la baie, bien aidé par le courant descendant. Ouais, il faut ramer. Bon, on a des bons courants, là, j'ai le PS, on est à 13 km/h, là. Donc, ça avance bien, hein, il n'y a pas trop de vent pour l'instant. Mais effectivement, il faut un peu ramer quand même. On a un minimum d'efforts à faire. Et comment ça se passe avec la débutante? Ah, pour l'instant, ça se passe très bien. Elle suit les consignes, c'est déjà pas mal. Elle a l'air motivée. On est allé faire une course à Tahiti qui s'appelait la Wakinui, qu'on a vu sur Thalassa. Et suite à ça, on a récupéré deux pirogues de Tahiti qu'on a fait venir en baie de Somme. Et depuis, la pirogue polynésienne elle a fait beaucoup de petits, quoi. Briefing pour le départ. La marée va arriver bientôt, là. Vous voyez, pas celle-ci, le balise, là, c'est la L6, mais après, elle va arriver là. Donc on va peut-être avancer un petit peu là-bas. On se met en position. Dès qu'elle arrive, on part, on prend la vitesse. Dès qu'on est dedans, on laisse faire, ok? Ah, on est en plein milieu de la baie, là, tout à fait, ouais. Après, elle s'écarte. On a encore 5-6 km pour aller jusqu'à la mer, quoi. Du beau temps de Picardie. Soleil, vent chaud, sable, eau turquoise. Il va falloir passer la vidéo à Photoshop, parce que ça va pas le faire. Je me demande s'ils nous ont pas leurré sur cette mascarée. Pourquoi? Parce que c'est tout plat pour l'instant. On voit pas vraiment de vagues. Mais bon. Ça paraît assez incroyable qu'il y ait une vague qui arrive, quoi. On va patienter, On va y aller? On va se réchauffer? C'est parti! C'est parti? Allez sur la droite. Allez, on y va? On y va doucement. Allez, encore un peu de patience. La vague tant attendue ne devrait plus trop tarder. Retour sur la côte d'Opale. En se retirant très loin,
La mer offre de l'espace et du temps, idéal pour les démineurs de Cherbourg. La marée, elle sera vraiment basse dans 2 heures. Donc là, les blocs vont commencer à être découverts. On va pouvoir aller dessus, voir exactement le travail qui va nous attendre demain et surtout bien les baliser pour ne pas perdre de temps demain pour les retrouver. 4 mois qu'ils ont repéré leur cible. Ils disposent enfin de quelques heures pour agir. Donc c'est vraiment ça a été ce qui a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant les amants, pour empêcher le débarquement. Et donc dessous ça, il y a un bloc de béton dans lequel se trouve une munition. Donc là, le principe de fonctionnement, c'est qu'il y avait la poutre métallique qui était dans la direction du large. Le chaland de débarquement venait appuyer dessus, qui venait faire un levier, qui venait appuyer sur le système d'amorçage de la munition et qui venait mettre à feu tout l'explosif qui était présent dedans. Ouais. Il est là, il est dessous. À partir de maintenant, la course contre la marée commence. Donc là, en attendant que le soleil se lève, il est en train de préparer les tranchées. Et dès que le soleil va commencer à apparaître et que la visibilité sera bonne et qu'on aura le vert du PC sécurité, dans la foulée, on commence à creuser autour du bloc. Ah, c'est bon. Top! Nickel, il est là, t'as vu? Voilà. Donc là, l'idée, c'est que tu creuses bien tout autour pour aller chercher le béton. Ça marche? Ça paraît brut comme ça pour quelqu'un qui ne connaît pas, mais effectivement, c'est extrêmement précis. On fait pas ça n'importe comment. Et après, nous, on est habitué à travailler avec ce genre de munitions. Ces blocs anti-débarquement, c'est fait pour qu'un chaland vienne taper dedans. Donc un être humain, rien qu'avec sa force, ne pourra pas arriver à faire déclencher la munition. Sans grande marée, on ne serait pas venu. C'est pour ça qu'on est venu sur cette semaine-ci, parce que les coefficients étaient supérieurs à 100 et c'était la condition minimum pour venir travailler aujourd'hui. Les démineurs entrent dans la deuxième phase de l'opération, la plus délicate. La mer est encore loin, le timing est tenu. En fait, on a placé donc 2 charges de chaque côté. Ça va permettre de faire fissurer tout le béton. Il va partir en plein de petits morceaux et ça va mettre à jour les munitions qui sont à l'intérieur à l'issue de l'explosion. Attention pour un compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, mise à feu. Deux mines anti-char, modèle allemand, une mine anti-char dans chaque bloc. Donc il faut faire sauter. Exactement, c'est pour ça qu'on va le faire maintenant. C'est la partie la plus dangereuse. Comme ça, il pose la galette dessus et puis c'est bon. La plage est totalement interdite d'accès. Quand on claque, on se colle bien à la paroi pour éviter de prendre un mauvais éclat. 5, 4, 3, 2, 1, mise à feu. Chacun, ça vous va? Ouais, c'est parfait. Puis là, c'est les grandes marées, elles sont vraiment belles. On va avoir
Un petit goût comme ça de noisette, un petit goût fruité, ça va être un petit régal. Celui-là. Voilà. Attrape-le, tiens. Profession, pêcheuse à pied. Le jour se lève pour Myriam, et avec lui, la promesse d'une belle récolte. C'est mon vélo à moule, là. Cheval de fer. On reste écologique et on continue de donner une vie à un vélo qui est abandonné, nous, au moins. On s'en va au fort de l'Eure, un ancien fort de Napoléon. Napoléon, il est venu nous mettre un fort et nous, ça nous a arrangé parce qu'aujourd'hui, il y a plein de moules qui poussent dessus. Et voilà, on est parti à la cueillette de moules. C'était un gisement qu'on a décidé d'ouvrir que les grandes marées. Il y a des endroits que ça baisse pas du tout. Et là, aujourd'hui, le fait que les coefficients sont très importants, on va pouvoir ramasser des superbes moules et nous, c'est intéressant pour nous. C'est la machine à laver naturelle. De l'huile de coude, tout simplement. Ça retire les racines, les petits coquillages qu'il y a dessus. Et regarde, ça fait un tour de magie en fin de compte. Enfin, magie si on veut. Très vite, autour de Myriam, d'autres pêcheurs amateurs. Ici, la Grande Marée, c'est pour tout le monde. Vous êtes professionnel? Aujourd'hui, il y a pas mal d'amateurs. Mais bien sûr, c'est un loisir, c'est aussi un patrimoine qui est très important. Les gens, ils ne font rien de mal pour venir chercher des moules. Au contraire, moi je pense qu'ils entretiennent un jardin. Et je pense qu'on est capable de s'entendre tous ensemble. Ça vaut le coup aujourd'hui là? Ah oui, là, c'est vraiment bien dégagé. Hein. Là, d'habitude, on n'a pas accès si loin et puis là, on a des moules vraiment de taille vraiment remarquable. On a à peine 3 quarts d'heure parce que là, elle commence déjà à remonter. Là. Et, en 3 quarts d'heure, un seau, quoi, une vingtaine de litres. C'est vrai que beaucoup de pêcheurs à pied aimeraient qu'on interdise la pêche à pied aux particuliers. Je ne suis pas d'accord. Je pense que la terre et la mer appartiennent à tout le monde. Voilà, tout simplement. Au pied du Mont Saint-Michel, le réveil est difficile pour Michel et David, nos chasseurs de grande marée. Alors, voyons voir. Je regarde pour Avranches, hein, les prévisions météo. Qu'est-ce que ça donne pour aujourd'hui? C'est encore pire qu'hier. Catastrophe. Il y a 15-20 mm dans la journée. On va pas pouvoir tourner aujourd'hui, du coup. C'est foutu, ouais. Ouais, on va avoir une accalmie, mais il y aura quand même de la flotte. Et après, mais par contre, l'accalmie, ça peut peut-être laisser un espoir pour ce soir. Bon, en tout cas, une chose est sûre. C'est que ce matin, c'est fichu, ouais. Bon, petit-déj. Petit-déj? Allez, hop. Ça marche. Il fait quoi? Il fait 4 degrés, là? Ouais, il fait 4 ou 5 degrés. À peu près comme cette nuit, mais il y a moins de vent. C'est ça, pas mal. Et ça va, t'as dormi? Ah oui, j'ai dû m'endormir ce matin. J'ai bien dormi une petite demi-heure. Petit croissant? Dès qu'on arrive à avoir un jour de congé en commun par grande marée, parce que c'est un peu vraiment le thème qu'on essaie de développer, donc par grande marée, par beau temps, par tempête ou par tempête, voilà, on essaye vraiment de se consacrer ces sorties-là. Au grand âme de ma petite femme et de mon fils qui râle un petit peu, mais ils aiment bien ce qu'on fait, donc ça va. Dans leur viseur, le Mont Saint-Michel, toujours et encore. Tu vois, Michel, du coup, là, on aurait vraiment le cadrage potentiel aussi pour le tournage au niveau du bas de cette petite voie-là. Ouais, c'est ça, ils ont creusé devant pour que le mont à marée haute soit réellement une île. Ouais, c'est vrai que ce serait intéressant
Et du coup, ce serait une des premières fois où on verrait le mont vraiment comme une île en time-lapse. Bon, boulot en perspective. Ouais David, salut, c'est moi, ça va, ça se passe bien? L'appareil est vraiment exposé au vent, donc on fait avec. Ça marche. Bon. À plus tard. On a un peu souffert, on a eu un grain quand même qui nous a obligés de nous protéger. J'espère que David ça a été parce que le vent est de nord, donc lui il est plus exposé que moi. David tourne du côté de la passerelle, donc on a deux vues qui se croisent. On est déjà venu au même endroit, alors c'était juste ici à côté, c'est-à-dire sur l'ancienne digue. La digue qui a été détruite depuis, mais il y a 3 ans, on était ici et on filmait donc en direction du mont, sur cet angle-là. On a essayé de reprendre le même endroit pour essayer de retrouver la même vue. Alors évidemment, là, la digue a été détruite. Du coup, il n'y a plus du tout de route qui relie le mont. Donc là, on a une grosse différence. On n'a plus que cette petite passerelle qui est inondée à marée haute. Donc on a une dynamique complètement différente puisque là, le mont est entièrement entouré d'eau. Ce qui nous fascine, c'est peut-être le côté cyclique où on a une répétition et puis ça nous donne un peu l'impression de maîtriser le temps sur la durée de notre vie. C'est une journée particulière dans la baie du Mont-Saint-Michel. L'un des lieux en Europe où les amplitudes de marée sont les plus spectaculaires. La marée basse est en marche. Dans quelques heures, la mer aura pratiquement disparu des kilomètres à la ronde. Les conditions de travail sont idéales pour les ostréiculteurs. En temps normal, ces tables ne sont que partiellement découvertes. Au barrage de la Rance, près de Saint-Malo, le courant se renforce à mesure que la mer descend. Une image toujours spectaculaire, ce tourbillon provoqué par les turbines de l'usine marémotrice. La baie de Lancieux, toute proche, est, elle aussi, méconnaissable. Prise d'assaut par une armée de pêcheurs à pied. Sous leurs bottes, un terrain de jeu incroyable. Et la mer qui continue de descendre, toujours plus loin. Attention de ne pas se faire surprendre par les courants, encore très puissants. Il serait vraiment dommage de ne pas profiter du paysage et des richesses sous-marines, rarement révélées de la sorte. Ici aussi, le décor est inhabituel. Des milliers de pieux en bois, savamment disposés, apparaissent à l'air libre. C'est le territoire des mytiliculteurs, les éleveurs de moules. Bientôt l'étale de basse mer, cet instant éphémère où le phénomène est à son paroxysme. Le voici dans l'archipel des Minquiers, entre Jersey et les côtes françaises. D'habitude, ici, à pleine mer, il y a une dizaine de mètres de fond, au moins. Lors d'une marée basse normale, seule la maîtresse île affleure. Vision étonnante d'un plateau redessiné. Un archipel de granit où l'homme met rarement les pieds. Toujours dans la Manche, en face de Granville, d'autres îles offrent un relief inédit.
Ce sont les îles Chausey. La légende affirme que 365 îles apparaissent à chaque marée basse. Avec la marée du siècle, ce territoire semble avoir grandi encore un peu plus. Avec cette saveur étrange d'être seul et au sec, au milieu des éléments marins. Dans ce décor de rêve, les visiteurs d'un jour ont encore quelques heures devant eux, juste pour le plaisir. Les grandes marées, comme une musique venue d'ailleurs. Je suis compositeur et j'utilise beaucoup un instrument extraordinaire qui s'appelle les ondes Martenot et j'utilise beaucoup des orchestrations à base d'ordinateurs et d'instruments virtuels. La particularité, c'est la musique de l'au-delà, c'est la musique de l'étrange, c'est la musique de l'imagination, des autres mondes. C'est une voix irréelle. Je suis beaucoup inspiré par l'univers et par la nature, et en particulier aussi beaucoup par Étretat, les falaises d'Étretat, les falaises naturelles, les arches, les grottes, les tunnels, des échelles, des lieux dans lesquels vraiment on peut imaginer vraiment des scénarios à plein de dimensions différentes. L'univers fabuleux de Claude Samuel Lévin. Sourire aux lèvres, il nous emmène découvrir son jardin secret. Pour moi, les grandes marées, forcément, je découvre toujours des coins, des endroits... Eh bien, voilà, on découvre presque des fonds marins, quelque part. Alors, je pars souvent à la pêche, mais là, cette fois-ci, je suis venu plutôt faire des images. Voilà, avec ma GoPro, là. Alors, pour faire des plans complémentaires pour les grandes marées. C'est votre truc, ça, filmer les falaises d'Étretat. Ah oui, bien sûr, parce que ça, j'accumule des images extraordinaires, parce que c'est des lieux tellement improbables, tellement féeriques. C'est magique, toute cette diversité. Il y a une richesse de paysages condensés en un lieu qui est à dimension humaine. C'est pas seulement l'immensité, c'est toutes ces formes. C'est comme des mini-univers, c'est comme des mini-décors de cinéma, finalement. Des villes créées par la nature. Alors ça, oui, c'est un abri qu'ils ont construit pour les gens qui se laissent coincer par la marée et qui ne suivent pas les indications. Donc ils peuvent se protéger là, parce qu'on est bien à l'abri ici du vent. Voilà. On peut passer la nuit là, quoi. On peut passer la nuit là. D'ailleurs, c'est un truc que j'aimerais bien faire un jour. Ah oui. Ça, c'est vrai. Hein, j'aimerais bien passer la nuit là pour faire des images à l'aube et tout. J'ai toujours une musique de mes compositions à mettre pour coller à l'univers et donner une sensation de flottement, une sensation d'étrange, de l'étrangeté, du mystère. Jamais vu autant de monde au trou aux chiens. Jamais vu ça de ma vie. Jamais vu ça de ma vie. Incroyable. La foule au trou aux chiens. Alors là, c'est exceptionnel, là. Hein. Oh, là, on voit jamais ça aussi découvert comme ça. Je découvre. Ah ouais. Ah oui, 119, là. Ah oui, d'accord. À pied sec jusque-là.
Oh la vache! J'ai jamais vu l'eau dégager aussi loin à pied sec pour permettre de pouvoir voir un tel lieu. Là, c'est très rare. Mais alors, on peut carrément marcher. Là, je découvre ces lieux. C'est un privilège de pouvoir être là dans des moments pareils parce que c'est exceptionnel pour Étretat. Au même moment, sur la plage du Touquet. Et Alpha, il serait du Touquet, là, on est sur, autour de l'épave du Socotra. La basse mer est à son maximum. L'environnement ici est exceptionnel. Là, ça fait un paysage extraordinaire, là, les couleurs et tous les méandres de sable, c'est vachement beau. Alors, l'épave, j'en ai entendu parler, mais on ne le voit pas souvent. Il faut vraiment arriver dans des moments un peu exceptionnels comme aujourd'hui, il faut qu'elle soit complètement découverte. Donc je sais que c'est un vapeur du début du siècle, 1915 par là, qui a dû s'échouer, un navire anglais, et qui est resté là et qu'on redécouvre en fonction des mouvements du sable bien sûr et des marées. Et là tout d'un coup ça devient un petit peu l'attraction et on se intéresse à cette histoire. Voilà, on voit bien l'épave avec tous les gens autour qui sont intéressés par ce spectacle qui est assez étonnant quand même. Ah, donc ça a l'air d'intriguer beaucoup les gens, ils sont nombreux. Nous étions tout à l'heure avec Bertrand, l'horloger amoureux du Socotra. C'est lui qui a monté cette manifestation. Et c'est vous qui nous avez envoyé ces images. Une fête sur la plage autour d'un vieux cargo qui a 100 ans cette année. C'est la première fois en 100 ans qu'il est honoré aujourd'hui. Au micro, Bertrand est aux anges. Le bilan, le bilan il est positif, parce que quand on regarde la télé, on ouvre maintenant, on met sur n'importe quelle chaîne, tout le monde parle des grandes marées. Tout le monde. Sur n'importe quelle chaîne, on parle des grandes marées. Et le Socotra, mondialement connu bientôt. Mondialement. Ah, si, je crois. Si, un petit peu de pub encore sur Facebook, je relance le truc et puis on en parle partout. D'ailleurs, j'ai plein d'amis en Chine et tout ça sur Facebook. Ouais, tu peux compter sur nous. La marée du siècle a touché la façade Manche et Atlantique. Ça va et toi? Attends. Et beaucoup sont venus de loin pour en profiter. C'est top. Ça va? Hein? Ça va. T'es content? C'est l'idéal, si tu veux. C'est qu'on dépose nos affaires et puis... Ouais, et on y va tout de suite. On y va J'ai le direct. temps de me changer quand même. Je suis un De peu habillée ville. Ah, tu es parisienne. Je sors du travail, hein. Bah oui. Donc, voilà. Bien que nous nous appelions Annick et Yves, nous n'avons aucune origine bretonne. Mais on est tombé amoureux de cet endroit qui est juste fantastique, de ces marées, de ce paysage qui change en permanence. Et régulièrement, quand il y a des marées, on vient. À la fois, les garçons, c'est plus la pêche. Moi, c'était de découvrir Saint-Malo de très loin. C'est-à-dire qu'on peut marcher sur l'estran très loin et c'est un paysage qu'on a très rarement et qui est absolument unique. On va retrouver Gilles et Claire qui sont en train de pêcher, qui vont nous montrer les lieux secrets de pêche. Hello. Gilles et Claire ont une poissonnerie à Saint-Malo. Salut Gilles. Comment ça va? Salut Gilles. Cette plage, ils la connaissent par cœur. Le terrain de jeu, c'est ici. Hein. D'accord. Donc, ça saute pas dans le panier, donc faut y aller. On cherche des frères, on cherche des crabes. Ça, c'est une bonne cachette. Allez, hop! Ah ouais. Alors? Bon. Voilà ce qu'on cherche. En plus grand, bien sûr. Hein. Un petit tourteau. C'est vraiment leur cachette, quoi. Hein. Des grosses pierres comme ça, avec une cavité, un petit peu d'eau dedans. Et les étrilles, les crabes, les homards se cachent sous ce genre de pierre. Ce jour-là, la mer baisse tellement vite que les crabes et les poissons sont piégés par la marée descendante. Vous regardez bien où vous marchez, vous essayez de pas marcher tout le temps au même endroit. Parce qu'en fait, le coquillage, il crache une fois. Il va y avoir un petit jet d'eau, et quand il y a un petit jet d'eau, c'est qu'il y a un coquillage en dessous, donc il faut gratter de là où il y a le petit jet d'eau. Ouais. Le problème de la pêche à pied, c'est que tu vois pas beaucoup le paysage finalement. Tu regardes tes pieds. À la 1, à la 2. Oh,
Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est un mât! Ah oui, dis donc. Bravo. Bravo! Quand même. Attends, bravo. Trop Super. bien. Il a une jolie couleur bleue, regardez. Gilles, nous avons besoin de toi. Faut que tu nous dises. Oui. C'est limite. Bien sûr, il est trop petit, ouais. C'est trop joli, mais encore 2 ou 3 ans pour qu'il fasse la taille réglementaire. Adieu le homard. En fait, c'est un jeu de patience aussi. Ah là, regarde, Ah oui. tout à l'heure là. Là? En effet. Ah ouais, regarde, il a une Ah dame. oui, oui. Tu as Martin. Elle est belle, regarde. Elles sont légèrement rouges, Tâtées. elles sont... Oui, c'est ça. Bah, c'est magnifique, on est ravis. Maintenant, il faut les déguster. Voilà, maintenant, il va falloir les préparer Moi, parce que j'aime beaucoup c'est les déguster. avec un peu de coriandre. Allez, on continue. Non, on là, continue, hein. c'est pas fini. Allez, on repart. La dégustation, c'est pour tout à l'heure, juste avant le bouquet final de la journée. En attendant, il pleut sur la Bretagne. Mais pas de quoi altérer le moral de Pao. Et là, on va visiter plein de sites archéologiques. Donc là, il y a du paléolithique supérieur, il y a du mésolithique, il y a de l'âge du fer. Pao est archéologue à l'université de Rennes. En ce week-end de grande marée, il retrouve des collègues sur l'île de Bas. Bonjour, Lubien, ça va? Vous allez bien? Oui, ça va, ça va. On a traversé le Puy-de-Dôme. Moi, je suis d'origine des Valence. Donc moi, je fais mes études en Espagne. Et maintenant, je travaille en tant que chercheur ici à l'université de Rennes depuis il y a 2 ans. Et on s'intéresse à tout ce qui est lié à l'effet des tempêtes, des grandes marées, tous les dégâts que ça provoque sur le littoral et dans les sites archéologiques aussi. Voilà, et bien on arrive juste en face de Tissauzon. On peut y accéder en temps normal à peu près que 2 fois dans l'année. Et cette année, on va peut-être réussir 4 fois quand même. Je suis originaire de la Méditerranée, donc pour moi, l'Atlantique, c'est tout à fait différent. Ce phénomène des marées, c'est une chose qui m'a beaucoup étonné, parce qu'en Méditerranée, il n'y a pas de marées. Moi, j'avais très envie de venir, parce que c'est un des sites majeurs aussi pour la préhistoire, probablement de la Bretagne. Pao et ses copains archéologues traquent des indices de vie remontant à la préhistoire. Vous voyez, il y a des sutis, il y a des silex. Là, il y a encore un autre et un autre qui apparaît ici. Vous avez une concentration, là, il y a 4 silex. Et là, ils sont vraiment en place. Donc là, ça, on va pas toucher, parce que sinon, on endommage la falaise et on endommage les sites. Il y a de l'érosion naturelle. Donc la mer va délivrer les vestiges qui apparaissent. Donc en fait, c'est la mer qui fouille, donc c'est pas nous. La consigne est donc simple, ne ramassez que ce que la mer a mis au jour. Une autre forme de pêche, préhistorique celle-là. Le bout de la mêle. Ah oui. C'est le haut d'un vase décoré. Toi, Pao, à quelle époque tu peux attribuer cette poterie-là? Alors, d'après les cordons et d'après les décors, moi je dirais plutôt vers la fin de l'âge du fer. Donc ça fait à peu près entre les 2e et les 1er siècles avant notre ère. Une trouvaille qui valide les recherches de Pao. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, le soleil fait son apparition. Ce plan, donc, c'est le dessin qui va prendre forme sur le sable aujourd'hui. J'ai envie de jouer sur des triangles, j'ai jamais fait ça encore. Surtout lorsqu'il y a des grandes marées comme ces jours-ci. Donc là, du coup, j'ai un terrain de jeu qui est parfait, j'ai envie de dire. Donc c'est parti. Jean-Benjamin Tarin, je me présente, web designer de métier et beach artiste à mes heures sur mes temps de loisirs. Donc là, je trace le premier triangle qui va être le triangle principal.
et qui va me permettre de caler ensuite tous les autres pour donner forme à mes différentes figures géométriques. Aujourd'hui, pour cette grande marée, effectivement, c'est l'occasion rêvée parce que j'ai un espace qui est bien plus grand que d'habitude. Donc j'en profite. Ça magnifie ma toile et surtout, ça me laisse plus de possibilités dans la manière de me placer sur la plage. Je me sers souvent en fait de mon compas pour les figures géométriques. Donc j'ai un piquet au centre qui me permet, avec cette fixation sur mon râteau, d'avoir une longueur de corde différente en fonction de ce dont j'ai besoin. J'ai découvert le concept via un Américain qui fait ça sur les plages du côté de chez lui. Et j'ai vu ces photos, j'ai trouvé ça vraiment magique. C'est un jeu, effectivement, cette course contre la montre fait pleinement partie du jeu et le but c'est d'immortaliser le dessin avant que la mer reprenne ses droits. Là, c'est la partie remplissage la plus longue. Et une fois que celle-ci est faite, on sera presque sur la fin. Bonjour. Et le dessin, c'est quoi? Je prépare un gros dessin sur le sable. Pour faire des belles photos vues d'en haut. Ils seront distribués après sur Internet pour le plaisir des yeux. Au revoir. C'est super, hein. Quand on est arrivé, ça y était pas. Hein. Ça y était pas? Si. Ça représente, je sais pas, des triangles, des cercles, des carrés, ça c'est clair. Ça, c'est, mais voilà, après, est-ce que c'est la planète? Est-ce que c'est la région? Est-ce que c'est... Ouais, ça peut être la planète, ça peut être un havre de paix, peut-être, voilà. Avec quoi ils l'ont fait? Avec un râteau. Jean-Benjamin en a encore pour quelques heures. En attendant, retour en Bretagne vers le golfe du Morbihan. La météo est belle, pour autant, les dangers ne manquent pas. Heureusement, des anges gardiens veillent au grain. Base de la sécurité civile à Lorient. L'équipage du Dragon 56 s'apprête à partir en mission. Bon, aujourd'hui, on a un coefficient de marée de 117, 118. Donc, on va organiser un vol de patrouille marée sur le littoral. On ira sur la mer de Gavre. Ensuite, on poursuivra sur l'entrée du golfe du Morbihan avec une activité de pêche à pied importante. Le golfe du Morbihan, donc qui possède plus de 90 îles quand la mer se retire. On a beaucoup plus de chances d'avoir des incidents, donc on va être beaucoup plus vigilant. Cette marée, et ils ont raison parce que ces côtes sont magnifiques et c'est pour ça qu'il faut absolument que nous soyons prêts à intervenir. Maintenant, on regarde surtout qu'il n'y ait pas des personnes qui se sont envasées, qui se retrouvent à pouvoir quitter le secteur pendant que la marée remonte.
Ça peut être ça, tout simplement. Les gens ont du mal à repartir après. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ils ne calculent pas le temps nécessaire pour pouvoir refaire la distance qu'ils ont parcourue. Donc on se retrouve avec des gens épuisés qui sont à récupérer rapidement. Sur la seule année 2013, Dragon 56 est intervenu 712 fois. 526 personnes secourues, le plus souvent en période de grande marée. Le danger est donc bien réel et la journée est loin d'être finie pour Dragon 56. La marée du siècle, une menace pour l'homme, pour la côte également. Témoin privilégié, Jérôme, photographe et amoureux du Médoc. Vas-y, tu peux désaxer encore un peu. Voilà, parfait comme ça. Là, on va longer le littoral jusqu'à la pointe du Médoc. C'est parfait. Un jour comme celui-ci qui s'annonce avec les grandes marées, c'est toujours un moment assez important pour moi qui photographie le littoral et qui suis témoin du recul des côtes avec les images que je réalise. On peut voir une côte morcelée, grignotée par les différentes tempêtes qu'on a subies l'année dernière. Des tempêtes qui ont provoqué un recul assez spectaculaire au niveau des côtes sur certains endroits. Reste comme ça. Ok, c'est bon. J'adore cette région, j'y habite, j'ai choisi d'habiter ici, donc forcément c'est toujours un petit peu angoissant lorsqu'on annonce des conditions météo, des conditions de houle un peu exceptionnelles, comme ce sera le cas de ces grandes marées qui s'annoncent. Il arrivera un moment où on ne pourra plus lutter contre l'océan, parce que j'ai coutume de dire que l'océan, on ne discute pas avec lui. Pour étayer ses propos, Jérôme nous emmène à Lacanau, l'un des principaux sites menacés en Aquitaine. Alors voilà un endroit précis où je prends les photos, au quotidien, avec une vision sur le côté nord qui me permet de suivre l'évolution de l'érosion du trait de côte et en ayant vraiment les mêmes points de repère également dans ma prise de vue. Donc ces images, je les réalise, c'est un travail de mémoire, un travail d'archive, où ces images, j'espère qu'on s'en servira encore dans quelques dizaines d'années, plus encore. Au 31 décembre 2013, j'étais venu à pied jusque-là. Le blocos que l'on voit là tomber, il était encore sur la dune. En l'espace de 10 jours, avec les premières tempêtes de janvier, il a commencé à être un peu dans le vide. Et février, il est tombé. Et au fur et à mesure, jour après jour, tempête après tempête, ils se sont retrouvés totalement sur la plage. Ah, ça a glissé. Donc, ce blocos-là, qui a été vraiment découvert l'année dernière. Donc en plein été, avec les beaux jours, on a quelques artistes qui viennent nous faire des peintures. Et cette délimitation nous permet de voir jusqu'où le niveau de sable, au moment où ils ont fait leur peinture. Je ne pense pas qu'ils se soient arrêtés juste pour le plaisir de s'arrêter. Donc on se rend compte là, de l'évolution, le sable a diminué, la hauteur de sable a diminué. À chaque marée, chaque jour ça change. Hein, quand on voit ces traces-là, ça veut dire qu'à la marée haute de ce matin, elle est montée jusque-là. Elle est venue jusque-là. Voilà. On a les vagues qui sont venues lécher, on voit bien la marque. Là. Tout à fait. C'est le vent qui a poussé un peu, puis ça... Donc, le cordon est là. Une grosse marée avec du vent, avec de la houle. Là, il y aurait davantage de dégâts. Pour l'instant, seul un coefficient record de 119 est annoncé. La météo, elle, se maintient.
Une bonne nouvelle alors qu'un peu plus au sud, des travaux sont en cours. Une armée de pelleteuses pour construire un rempart naturel. On ferme au public à la marée haute. On ferme au public à la marée haute, donc et la police sera là. on fera un essai de big bag sur la partie nord du quai pour voir un peu leur résistance sans la dune. Absolument. Donc ce soir, on te mettra donc en place 2 big bags sur la partie nord. D'accord. Donc les dunes, elles avaient déjà été réalisées. Par contre, la nouveauté, c'est la mise en place de ce qu'on appelle des big bags, c'est-à-dire ces espèces de gros sacs remplis de sable qui pèsent 2 tonnes à peu près et qui vont servir de protection ultime devant le casino. Il faut toujours être humble par rapport aux éléments, c'est-à-dire qu'on verra bien ce qui nous arrive dessus. Maintenant, je pense que tout est prêt. Biarritz, prête à tout en ce week-end de grande marée. Ici, on n'a pas oublié les tempêtes de 2014. Des vagues géantes frappent la cité balnéaire. Le casino est lourdement touché. À Biarritz, on n'avait pas vu ça depuis 40 ans. Sacha, bonjour. Alors, rassuré? Un petit peu par le dispositif? Oui, là je pense qu'on a fait le maximum. On a mis, comme certains le disent, ceinture et bretelles, mais dunes et les big bags. C'est clair que par rapport à ce qu'on a vécu, on est inquiet. Et puis cette inquiétude, eh bien, après, on la transforme en vigilance. Donc on surveille, on regarde, et puis on se demande comment les choses vont se passer. Au-delà du casino, c'est tout le front de mer qui se barricade. L'année dernière, on a été sinistrés, la vague, elle est venue par ici, en fait. Il y a eu une espèce de ressac, et elle est venue ici, elle a arraché le volet qui était là. Donc moi, je pense qu'en mettant des sacs là, ça va peut-être briser l'énergie et éviter l'impact maximum. Ça y est, c'est bon? Ce soir, ça devrait bien se passer parce que c'est fait là, mais c'est plus peut-être celle de demain matin, 6h30 je crois, qui a l'air d'être plus critique, on va dire. On verra. Je viendrai pas à 6h30 voir ce qui se passe. On verra bien. Vous faites la liste? Bah non, mais de toute façon, si vous voulez faire. Là, on a fait ce qu'on avait à faire, la mairie a fait ce qu'elle avait à faire, moi je barricade et puis voilà. Je suis plus qu'à. On verra. Plus au nord, d'autres attendent la marée du siècle. La peur au ventre. La Faute-sur-Mer, en Vendée. Le village est marqué à jamais par la tempête Xynthia. 23 février 2010, en pleine nuit, une vague puissante pénètre dans les terres. 29 personnes trouveront la mort. Donc, alors demain, j'ai entendu dire que demain, ça se gâtait. Alors, donc effectivement, demain, oh là là, il y a de la grisaille, il y a la dépression en haut. Et ben demain, le coefficient, c'est 118. C'est devenu une habitude de regarder les coefficients, d'observer effectivement pleine lune ou nouvelle lune, sachant que c'est toujours à ce moment-là. Oui, depuis Xynthia, évidemment, je regarde plus facilement et plus volontiers, oui, presque tous les matins. La nuit, nous, de la tempête, on était dans la cuisine. C'est par la cuisine qu'on a vu l'eau arriver. Et donc, on s'est organisé rapidement, parce qu'au bout de, 10 minutes à peine. Oui, ça commençait à on avait de l'eau, on avait les pieds dans l'eau. On a mis les chaises, la table, et puis on a escaladé le buffet. Et puis d'un seul coup, la porte a explosé, la porte-fenêtre. Et là, il y a plus d'1 mètre d'eau qui est rentrée d'un coup. Et là, par contre, on a eu un moment de panique. Donc on a fait faire un étage avec accès direct dans la maison qui nous permettra de voir arriver ou de surveiller la hauteur de la montée des eaux. Puisque la rivière, elle est... Mais la digue, on voit la digue là. On voit la digue et puis la rivière. Il fallait prévoir absolument une sortie pour être élitreuillé au cas où. C'est pas très romantique
quand on dit pièce de survie, et puis élytroyage, mais bon, c'est comme ça. À la Faute-sur-Mer, la marée du siècle n'est pas la bienvenue. On l'attend de pied ferme avec cette nouvelle digue construite il y a peu. « 500 mètres d'enrochement en cours d'aménagement. » Voilà, on voit qu'ici, l'épaisseur est moindre. Hein. Voilà. Là, ils ont mis la première couche comme ça. D'accord. Là, ils ont mis les 2 couches qui viennent. Et donc là, Là, on est à 5,40. 5,40. Là, on est à 5,40. Il faut encore monter de 30 cm pour, voilà, pour la finition. D'accord. Voilà. Et sur le secteur extrême, 5,10 là, là-bas. on est à 5,10. Pour les grandes marées, on a une cote supérieure à ce que la digue était avant. L'une des priorités, parce que cette digue, là où nous sommes, était avant à 4,20 m. Elle était à un niveau insuffisant, qui a conduit à des franchissements lors de Xynthia. L'objectif qu'on a fixé, c'est de faire en sorte que cette digue soit à la bonne hauteur pour les grands coefficients de février et de mars. Et l'idée, c'est que pour les grandes marées de la fin de semaine, au moins le pied de digue soit protégé. Donc, voilà, ils vont terminer entre aujourd'hui et demain. Sur ce territoire particulier qu'est la Faute-sur-Mer, c'est d'être à la fois dans le projet de développement, le projet d'essor, mais en même temps de garder la mémoire de la tempête, de travailler cette résilience. Nous sommes sur un territoire fragile qui a des risques par l'océan et par la rivière. Donc c'est le propre d'une presqu'île, on est entouré. Prise dans un étau, la Faute-sur-Mer retient son souffle. La marée haute est pour cette nuit. Tout près de là, le village de Charon. Lui non plus n'a pas été épargné par Xynthia. Là, la place du City Park, avant c'était la maison de mes parents. Donc dans le fond, le panier de basket du fond, en fait c'était ma chambre. Je m'appelle Vincent Gauthier, je suis mytiliculteur à Charon. C'est le village où je suis né, donc j'ai toujours connu ce village. Et donc, y a eu l'épisode Xynthia et le village a été pas mal recouvert par les eaux. Et là, on se retrouve dans une des rues où les maisons ont été quasiment toutes détruites. Il n'y a plus rien. Maintenant, on a des nouveaux arrivants, ça a construit à d'autres endroits. Ça y est, le village commence à se repeupler, regagner les habitants qu'on avait perdus. Mais bon, c'est toujours dans l'esprit, hein, c'est quand même pas bien vieux. Maintenant, on associe grande marée et débordement, quoi. Eh bien, la marée, elle dure 6 heures, en gros. Nous, le but, c'est de travailler aux 2 heures avant, 2 heures après la basse mer. Puisqu'il n'y a que là que les bouchots, parce qu'on fait de la moule de bouchots, il n'y a que là que les bouchots paraissent. Étant donné que la mer baisse énormément à cet endroit-là, enfin, ça va complètement être à sec, après on va finir à pied. Dans pas longtemps, on va plus flotter, là. Il n'y aura plus d'eau. Ah ben c'est toujours plus pratique de travailler à pied. On n'est pas brassé par la mer. Sur un bateau, ça bouge, on n'est pas à l'aise. Faut faire bouger le bateau en même temps que nous. C'est plus... Faut amarrer le bateau pour pas qu'il s'en aille. Enfin, c'est plus pénible. On met de la corde de coco, c'est tressé, et on met ça pour le captage des petites moules. Donc la moule s'accroche dessus, elle commence à le pousser dessus, ça commence à prendre des tailles à peu près de ce diamètre-là, et puis ça devient tout noir, et après nous on les enroule sur les pieux. Et au fur et à mesure où elle se développe sur le pieu, en plus ce support disparaît. Donc nous on le retrouve pas dans les machines l'année d'après. Écologique en plus. À pied, sans autre contrainte que le chronomètre. En voilà un au moins qui apprécie l'instant. Et ce matin, c'est sympa parce qu'il n'y a aucune trace de pneus, donc je vais être le premier. Et c'est toujours mieux d'être le premier, quoi, parce que les belles choses, elles partent vite. Hein, les coustilleurs, ils se lèvent tôt et
Et ça rigole pas, hein. Ils prennent et après, il n'y a plus rien. Pierre Marmajou est un enfant des Landes. À chaque grande marée, il perpétue une tradition ancestrale. L'acoustie, c'est vraiment landais. Ça vient d'un mot gascon, Lacoste. Ça veut dire faire la côte. C'est là où on va pouvoir coustiller, pratiquer l'acoustie, faire l'acoustie, ramasser des choses. Il faut aimer la nature, il faut aimer l'océan, il faut aimer la plage, les oiseaux. Et ramasser, c'est des fois juste une excuse, quoi. C'est se balader surtout. Là, il fait beau, j'ai le temps, je vais me faire à peu près 7-8 km. Là, on a un beau débris de bateau. Regarde ça, pour moi, c'est une belle pièce, ça, tu vois. Et au point de vue déco, imagine l'histoire de ce bateau. Naufrage, ouais, belle pièce de coustille. C'est un bateau qui a navigué, et puis même une fois cassé, il a encore navigué, et puis moi je le trouve, et puis voilà, je vais le recueillir et je vais en faire quelque chose. Regarde, je vais te montrer le champion de la coustille, le roi de la coustille pour moi. C'est lui, on voit les traces là, c'est le renard. Le renard, c'est toutes les nuits, il va faire des kilomètres et pour voir ce qu'il y a à manger, s'il n'y a pas un cadavre d'oiseau, de goéland, mouette ou autre. Et il trouve des choses certainement extraordinaires. On va voir, il y a Didier Biès, je le vois là. Et c'est un copain sculpteur là qui est à Bucco et il fait de très belles pièces avec. Oh, t'as vu? Ah, il est magnifique celui-là. Hein. Ah ça c'est la coustille. Ah ouais, attends, et regarde ça. Waouh. Ça va? Ça va? Ouais, je t'ai vu de loin. Ouais. Cool. Ah, superbe celui-là, ouais, dis donc. Bien, ouais. Waouh. Bonne pêche. Alors, qu'est-ce que c'est? De l'azobé, du doucier, du cipeau, de l'iroko? C'est un grand voyage. Je sais pas, il vient peut-être du Canada. Ah, il est blanc. C'est un bien, mystère hein. à chaque fois. Hein. Ouais. Ils viennent d'Afrique, ils viennent d'Amérique du Sud. Et c'est vraiment avec les grosses marées qu'on peut trouver des gros morceaux de bois comme ça, quoi. C'est là où on a le plus de chances d'en trouver, quoi. Là-bas, là, au sud, là, on voit arriver quelques paquets qui tournent et qui remontent un peu. Et avec les courants de nord-ouest, ils se redéposent comme ça en longeant la côte. Et ça va jusqu'à Bayonne. C'est la valeur poétique de la chose. Enfin, la forme, moi, en tant que sculpteur, c'est la forme qui me parle. Celui-là, je le vois bien. Je vois deux pattes, là, le début d'un animal. Allez, je vais poser ça. Tu vois, je vais te montrer un truc. Regarde ça. Ça, je l'ai dans la voiture, je l'ai trouvé il y a 10 ans, ce truc-là. Il y a écrit Jeep et tir. Et alors, je savais pas ce que c'était, tu vois, regarde ce truc, ça ressemble à rien. Et il y a 2 ans, il y a des gens qui en ont trouvé un peu partout là, sur le nord de la France. En Angleterre, ils en ont trouvé en Irlande, en Belgique, en Allemagne. Bon. Et ils ont fait quelques recherches. Et c'est une plaque qui a été faite il y a plus de 100 ans. C'est de la gomme naturelle. Et ça vient du Titanic. C'est pas beau, ça? Alors c'est vrai que je la garde. Et puis voilà, j'ai une pièce du Titanic dans la voiture, entre autres. Allez. Fin de la première partie de notre immersion au cœur des grandes marées. Tout à l'heure, la mer va revenir, à la vitesse d'un cheval au galop, comme on dit ici. Forte, impressionnante, dangereuse parfois. En me promenant sur cette plage,
J'oscille entre respect et interrogation. Comment de telles masses d'eau peuvent-elles se déplacer si loin, si vite? Avant de vivre le deuxième temps fort de notre émission, Autour de la mer qui remonte, je vous propose de nous intéresser à ces marées exceptionnelles qui trouvent leur inspiration dans la course des astres. Depuis que l'homme est curieux, il s'interroge et cherche à deviner pourquoi, comment. Selon Aristote, les marées sont dues au vent. Pour Platon, cela provient des gouffres souterrains. Pour Bernardin de Saint-Pierre, de la fusion des glaces polaires. Bref, pendant des millénaires, cela reste un mystère. Et puis un jour, ça y est, Newton a découvert la gravitation universelle. On tombe des nues. Pour comprendre la mer, il fallait regarder le ciel. Pierre-Simon de Laplace n'a plus qu'à graver la formule dans son traité de mécanique céleste. Compliqué? Non, un jeu d'enfant. La marée, c'est tout bêtement une question de force, attraction, centrifuge, gravitation. Et comme le liquide est élastique, déformable, il ne demande qu'à suivre le mouvement. Notre univers est en fait un gigantesque parc d'attractions où toutes les planètes ont des attirances mutuelles. Si le Soleil était tout seul dans le ciel, ce serait facile. La surface des eaux se déformerait en suivant toujours son mouvement, toujours de la même façon, toujours à la même heure. Mais la Lune est là. Elle est plus petite que le Soleil, mais 400 fois plus proche de nous. Du coup, sa force d'attraction est 2 fois plus importante. Quand le Soleil et la Lune sont dans le même alignement, leurs forces d'attraction s'additionnent. Ce sont les grands coefficients de marée, les vives eaux, à la nouvelle Lune et à la pleine Lune. 7 jours et demi plus tard, la Lune et le Soleil sont en quadrature, leurs forces se contrarient. Ce sont les petits coefficients de marée, les mortes eaux. 7 jours et demi plus tard, alignés, grands coefficients, et ainsi de suite. C'est l'incroyable mécanique de l'horlogerie céleste. Le CHOM, le service hydrographique et océanographique de la marine, a été le premier à savoir prédire les marées. Dès 1839, il a pu deviner leurs mouvements, leur amplitude, leurs coefficients, et les écrire noir sur blanc. C'est le tout premier livre des marées. Nicolas Weber a souvent la tête dans les étoiles, et il sait où va la mer quand elle descend. Elle va à un autre endroit. C'est pas la mer qui va partir ou baisser par elle-même. Elle va effectivement se propager. Elle va aller se balader, être un peu plus haute quelque part, tandis qu'elle sera basse à Brest et inversement. Elle va se balader différemment et à une vitesse un peu différente suivant les endroits du monde. C'est-à-dire que par exemple, si elle est pleine à midi à Brest, elle sera 6 heures plus tard au Havre et 8h30 plus tard, la même marée à Dunkerque. Après, suivant la physionomie des fonds marins, la physionomie du littoral, du trait de côte, cette marée va s'exprimer différemment. Elle va être un peu plus haute dans un endroit, un peu plus faible de l'autre. C'est pour ça qu'on peut avoir des marées qui sont de l'ordre de 6-7 mètres à Brest et des marées qui sont de l'ordre de 14 mètres dans la baie du Mont-Saint-Michel. Compris, c'est une onde, une mer baladeuse qui s'exprime en fonction du relief. Ce serait simple si elle répétait la même tournée chaque année, mais elle n'arrête pas de changer. Rien ne tourne rond, ni la Terre, ni la Lune. Et oui, ce n'est pas un cercle bien rond, mais une ellipse que décrit la Lune autour de la Terre en 28 jours. Elle est donc plus ou moins proche de nous, et donc plus ou moins attractive. Et le Soleil aussi, puisque la Terre tourne autour de lui en 365 jours, comme un ballon de rugby. Ça se complique, accrochez-vous. L'axe de la Terre est de travers 2 fois par an, le Soleil tape pile sur l'équateur, son influence est maximum, et quand la Lune vient s'aligner, on a les grandes marées d'équinoxe. Et c'est pas fini. Reste le rendez-vous exceptionnel dans l'espace pour la marée du siècle. Il faut tous les ingrédients précédents et que l'orbite de cette Lune soit pile au moment où elle est dans la même orbite que la Terre par rapport au Soleil. Donc plein de conjonctions particulières et qui n'arrivent qu'une seule fois tous les 18 ans. C'est difficile à expliquer. Ouh là 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 là. Pas si facile le jeu d'enfant.
En fait, la marée du siècle, c'est une question de conjonction et de coordination. Tous les 18 ans, tout le monde est au plus près et parfaitement aligné en 3D. Sur le papier, c'est réglé. Mais sur le terrain, on peut avoir des surprises, et généralement des mauvaises. Car il n'y a pas que les planètes qui jouent avec nos mers. Le temps qu'il fait vient aussi mettre son paquet de sel. La météo peut chambouler la routine du programme céleste et pousser la mer à sortir de ses gonds. Michel Aïdonidis est responsable de la station Météo France de Brest. Autant dire qu'il est bien placé pour nous parler de la pluie et du beau temps et d'un élément de poids invisible et essentiel, l'air. L'air a un poids considérable parce qu'il faut penser qu'au-dessus de nos têtes, on a à peu près une dizaine de tonnes de poids de l'atmosphère. Et alors cet air, donc, il peut changer de poids? Oui, c'est ça. En fait, avec les anticyclones, c'est du poids lourd, en quelque sorte, et les dépressions, c'est du poids léger. Quel rôle joue donc le poids de l'air dans notre histoire? Quand l'air est froid, il se recroqueville, il pèse moins lourd. C'est la dépression. Et comme l'air est léger, la mer peut prendre toute la place et monter, beaucoup plus que prévu. C'est mécanique, automatique. Une petite dépression, le baromètre chute de 10 unités et hop, le niveau des mers s'élève de 10 cm. 10 cm de surcote à additionner au coefficient prévu. La marée basse sera moins basse, la marée haute sera plus haute. Mais ce n'est pas tout. En général, les dépressions s'accompagnent de vents violents et donc de vagues qui viennent encore en rajouter. La surcote peut alors battre des records. On a atteint 1,60 m de surcote à Brest lors de l'ouragan de 1987. 1,60 m. 1,60 m. Et heureusement, c'est arrivé un jour où il n'y avait que 30 de coefficient. Ce qui fait que, bien évidemment, les effets sur le côtier ont été très nettement atténués. Et imaginons la même chose avec du 117, 118 comme on a actuellement, ça serait réellement catastrophique. Le scénario catastrophe? Qu'un jour de coefficient élevé, comme il y en aura une vingtaine cette année, survienne une grosse dépression, du vent et des vagues qui génèrent une surcote considérable. Alors là, pour nos côtes normandes, bretonnes, vendéennes ou biarrottes, ce ne sera plus du jeu. La mer, la lune et le soleil. Quand les trajectoires se croisent, la vie sur Terre peut s'en trouver bouleversée. Pour le meilleur, comme pour le pire. En baie de Somme, c'est enfin l'heure du mascaret. Allez, on y va, c'est go, go, go! Ils avaient du mal à y croire, ils le vivent désormais. Le mascaret déboule et mieux vaut s'accrocher. La mer monte. Avec elle, l'adrénaline pour nos aventuriers. Ouais, il est sympa mais dur à maintenir, très dur. À un moment donné, ça faisait un fer à cheval. Donc là, on est éjecté, mais on est revenu dedans. Mais c'est pas fini. On va combattre, on va encore batailler. Vue du ciel, l'onde du mascaret est impressionnante.
Le combat va durer une petite heure. Retour, vitesse grand V sur Saint-Valery-sur-Somme. La mer qui vient à nous. Là, on est sur la Somme, et là, c'est de l'eau de mer qui est en train de monter. Donc, je suis vigilant parce qu'il est très vite, ce mascaré. Donc, c'est très dur à garder. Et là, on va essayer d'aller jusque dans le port. Allez, on tourne. Go! Faut pas se perdre, on attaque, allez, on envoie. On est dedans, là. Là, c'est royal, là. Alors? C'est bien la pirogue. Là, il gonfle, là. Hein. Youhou! Wouhou! C'était royal, hein. C'était royal. Vraiment super. Vous voyez, la marée monte là, ici, là. Elle est en train de monter là, donc elle va rejoindre la marée qui est en train d'arriver dans l'autre passe en face du blocos. Et donc là, vous voyez, par exemple, mon collègue Antonio qui est là. Là, il se fera encercler. S'il restait dans cette zone-là, il sera encerclé, quoi. C'est l'autre visage de la baie de Somme, à marée montante. Et à chaque gros coefficient, David est sur le pont. Bonjour monsieur. Simplement pour vous prévenir, la marée monte. Le problème qu'il y a quand même, c'est quand vous la voyez en montée, ça va très vite. Et suivant où vous êtes, si vous êtes isolé, vous avez passé une bâche par exemple, vous êtes encerclé. La dangerosité de la baie, hein, vous avez bien compris, c'est surtout dès que vous passez un chenal, il faut le savoir qu'il va falloir le repasser par la suite. Exactement. Être bon nageur sinon. Ou alors être bon nageur. Donc voilà, notre rôle, c'est surtout de faire de la prévention, hein, de bien prévenir les personnes qu'il n'y ait pas de problème. Il y a un arrêté préfectoral, c'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas remontées 3h30 avant la pleine mer peuvent être verbalisées. Je vais vous demander évidemment de remonter. Bah oui, évidemment. C'est ce qu'on est Évidemment. Évidemment. Alors vous avez regardé un peu les panneaux de prévention au niveau des horaires de marée? La marée. Alors qu'est-ce que vous en déduisez? Est pleine à 14h. J'ai surtout regardé l'iPhone pour Alors non, montez par là-bas. Oui, non, mais pas tout de suite au niveau du temps. Vous auriez bien resté peut-être une petite demi-heure, 3/4 d'heure et ça va monter ici derrière vous, là. Je connais. Hein. Et pourtant, vous ne respectez pas. Comment? C'est un peu français, ça. Voilà, donc moralité, c'est un peu français. Profitez du coefficient record jusqu'au bout, avant qu'il ne soit trop tard. Sur la plage du Portel, au pied du fort de l'Eure, édifié par Napoléon, Myriam est toujours à la tâche. Récolte de moules record pour notre pêcheuse à pied du Pas-de-Calais, pas avare de conseils en ce jour de grande marée. Ah monsieur, vous savez qu'il faut remonter là maintenant, qu'elle monte bien. Oui, elle remonte là. Ouais, faut que vous faites attention, hein. C'est plus qu'un métier, c'est une leçon de la vie. Et c'est là où on se rend compte qu'au final, l'argent, elle est rien du tout à côté de la beauté de la mer ou à côté de la beauté du paysage. Parce que chaque jour, elle se dévoile comme ça pour nous donner ça. Et moi, quand je vois des êtres humains qui sont pas capables de respecter ça, parce que c'est quand même merveilleux. Quand on a compris ça, on a tout compris, tout compris. Bon, je repars avec mon petit cheval de fer.
Allez, compère, on y va. À Royan également, la mer reprend ses droits sur la plage. Elle va commencer à se faire grignoter d'ici une petite demi-heure. Et je pense que d'ici 2h30, on commencera à plus voir grand-chose parce qu'on est sur des grandes marées, donc ça va vite remonter. Je considère ça comme un outil. Pour moi, c'est un outil indispensable pour magnifier le travail, finalement. C'est ce qui me permet de l'immortaliser et donc de garder une trace avant que la mer passe par-dessus. L'idée, c'est de partager ce petit moment de rêverie, de bonheur, je sais pas. En tout cas, c'est de laisser cette petite trace d'évasion. Pour ce projet-là, j'avais envie qu'on voit cette image de la mer qui recouvre. Du coup, je me suis mis au plus proche de la marée basse. Comme vous le voyez, la marée est en train de faire son travail. Donc, en fait, si on la conçoit un petit peu comme une gomme, c'est ni plus ni moins que ma gomme géante qui vient de préparer ma future toile vierge. Au Mont-Saint-Michel, dernier time-lapse pour nos chasseurs de grande marée. On a l'impression d'avoir beaucoup de chance d'être là. La passion de la photo, la passion d'être là, d'être ensemble aussi, parce que c'est quand même bien sympathique. Et puis la chance de se retrouver devant des paysages comme ça. Par le bilan, beaucoup d'énergie dépensée, des résultats pas toujours à la hauteur de nos espérances, mais on s'est quand même bien amusé. Non ? Ouais. Fini de rire. La mer encercle désormais le mont. Et c'est justement ce qui intéresse les pompiers de la Manche. Un test grandeur nature avec ce véhicule amphibie. Figure de proue d'un tout nouveau dispositif de sauvetage testé pour la première fois. Prenez votre matériel, les gars. Respectez les règles de sécurité. Hop. Allez, on vise la marche. Scénario de l'exercice, un incendie dans un restaurant. On va revoir après, sinon on me le point de la situation, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, on le fait tout de suite. Là, apparemment, là, on a notion qu'ils viennent de trouver la personne qui était manquante à l'appel. Il y avait une personne manquante à l'appel. On avait un agent d'entretien. Est-ce qu'elle a été retrouvée? Et apparemment, là, on a... Ok, donc là, vous allez la rechercher. L'objectif pour vous, c'est de faire l'évacuation de cette victime-là vers l'infirmerie de l'Arcade. Est-ce que c'est clair? C'est bon pour nous. Allez, c'est parti, on s'engage. Allez, vous l'emmenez à l'infirmerie. C'est une situation réelle ou... Non, là, on est en exercice, c'est par rapport au nouveau système du caractère maritime. Le Mont-Saint-Michel se trouve isolé maintenant du continent, donc pour voir un peu le fonctionnement de l'apport du personnel sur le Mont-Saint-Michel. On est vraiment sur la journée où il y a le plus de hauteur d'eau. Un coefficient qui est 118, et là, c'est vraiment la première fois. On voit notre fameuse zone sécurité un peu sous l'eau. Donc on a ce fameux véhicule VCA amphibie et il s'y prête tout à fait. Ouais. Ils joueront le jeu jusqu'au bout pour un sans faute à l'arrivée. Je vais peut-être rester là s'il y avait un vrai truc. Parce que je suis quand même là pour la marée. Je suis là pour de vrai, moi aussi.
C'est l'heure de la pleine mer, le moment tant attendu où le Mont Saint-Michel redevient enfin une île. Une situation exceptionnelle, valable pour l'ensemble de la baie. Les habitants des hameaux se défendent comme ils peuvent. L'eau salée a eu raison du petit aéroport de la baie, comme de l'hippodrome près d'Avranches. À Genêt, dans la Manche, il s'en faut de peu pour que la rue principale ne soit coupée. Mais c'est le long des dunes que la vigilance est la plus extrême. Ici, la mer gagne régulièrement du terrain, mettant en péril le fragile équilibre de l'estran. Sur les côtes de la Manche, comme en Bretagne Nord, il suffit que le vent s'en mêle pour que la situation devienne rapidement critique. Nous passons les rochers de Saint-Lunaire pour rejoindre Dinard. Dinard est sa plage totalement immergée. En face, la mer atteint les remparts de Saint-Malo et la cité corsaire subit une attaque en règle. L'étale de haute mer est le moment où la mer atteint son plus haut niveau. Le danger est réel sur le sillon, à tel point que les autorités ont confiné les curieux. Des curieux comme hypnotisés par le spectacle. Les périodes de très grande marée sont des moments délicats pour les populations côtières, ce qui n'interdit pas de s'amuser. Du côté de l'Armor-Baden, près de Vannes, les kayakistes en profitent pour jouer avec les courants qui déferlent entre les îles, tels des torrents d'eau salée. Plus au sud, voici la Baule et sa baie, qui n'a jamais été aussi bleue. Au bord de la plage, les restaurants et les bars sont protégés de façon provisoire, presque dérisoire. Sur l'île de Noirmoutier, cette fois, la population s'est donné rendez-vous pour vivre l'événement. Comme pour faire face à l'ennemi du jour, la marée haute. Régulièrement menacée, rongée par les vagues et les tempêtes, l'île est aujourd'hui corsetée. Les digues, murs et enrochements ont été renforcés avant la grande marée, comme pour retarder l'échéance de l'inéluctable érosion de ses côtes. Par endroits, l'île de Noirmoutier est en dessous du niveau de la mer, une spécialité dans la région.
Démonstration à la frontière entre Loire-Atlantique et Vendée. Nous arrivons dans le pays de Ré, l'une des zones les plus basses du littoral français. À chaque épisode de grande marée, la population scrute les digues avec inquiétude. Dans le Morbihan, Dragon 56 est de nouveau en intervention. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un exercice. Ok, donc on a décollé pour la pointe du talus. Donc l'information qu'on a, c'est un gamin avec une calotte avec son père qui peut chercher en bord de rocher. Les gamins seraient à l'abri. Le père serait emporté au large à une centaine de mètres, on va aller voir. Un enfant sain et sauf, mais le père s'épuise dans une eau à 10 degrés. Il faut le sortir le plus vite possible. C'est Frédéric qui doit récupérer la victime. La mer est formée, l'opération s'annonce délicate. Une nouvelle course contre la montre s'engage. Mission réussie pour Frédéric. Mais épuisé par l'effort, le sauveteur ne parvient pas à hisser la victime à bord. Le pilote est contraint d'atterrir en urgence. Après 20 minutes de lutte, dans les vagues glacées, le rescapé est en état de choc. Et sa température corporelle est descendue à 33 degrés. La difficulté, c'était qu'il était à bout de souffle, ce qui fait que dès que je l'ai attrapé, il s'est complètement laissé aller, alors qu'il luttait encore un petit peu ce qu'il lui restait de force avant qu'on arrive. Et puis on était là au bon moment, vraiment au bon moment, parce que quelques minutes plus tard, je pense que ça aurait été foutu pour lui. Hospitalisé, l'homme est sorti 24 heures plus tard. Le week-end dernier, 2 pêcheurs à pied n'ont pas eu cette chance, emportés par les flots. Avec les grandes marées, mieux vaut garder ses distances pour profiter de la fête. On ne peut pas aller sur la plage. Regardez, vous avez les vagues qui viennent frapper contre la dune. C'est dangereux. Donc on va attendre que la marée soit finie de monter. Ça va déposer tout ce qu'elle a à déposer sur le bord. Et demain, parce que là c'est le soir, demain matin, à marée basse, on va aller se promener, on va aller glaner tout ce qu'il y a sur la plage. La coustille, c'est vraiment gascon, quoi. C'est faire la côte pour trouver ce qu'il y a sur la plage. Ben, écoute, les marées au-dessus de 110, j'en ai fait, je les ai pas manquées. En 30 ans de coustille, j'en ai fait 5, exactement. Donc voilà, mais il y a la marée du siècle au jour le jour. Mais si en plus on a la tempête, et la chance d'avoir la tempête là comme aujourd'hui, beaucoup de vent avec de la grosse houle, là c'est génial, quoi. À Soulac-sur-Mer, on ne vit pas vraiment les choses de la même façon. Il faut toujours être aux aguets, avoir les yeux partout, là, balayer. Jérôme continue d'enrichir la mémoire des lieux. Lui, le photographe, amoureux d'une région qui n'en finit pas de partir en lambeaux. Donc là, la mer elle est haute, d'ici une heure et demie, une bonne heure et demie. Et on voit que ça continue de monter, mais bon. Donc là, on est au pied du signal.
Et l'année dernière, avec les nombreux épisodes d'érosion, ça a grignoté du terrain, et jusqu'à se retrouver à donc une quinzaine de mètres, vraiment à l'aplomb de la dune de sable. Bon, je pense que c'est dommage même pour tous les gens qui y habitaient. Il y avait quand même une petite dizaine de personnes qui habitaient à l'année. On a du vent, on peut constater voilà, qu'on a du vent. Il ne fait pas super beau, les conditions climatiques sont pas top. Mais bon, après, voilà, quand on regarde l'océan, vraiment rien de comparable par rapport au début d'année 2014. En 2014, les tempêtes à répétition ont pris d'assaut un littoral déjà très marqué. Au moment où je filme et quand je regarde encore aujourd'hui ces images, ça me fait penser à une vague de tsunami. Tant qu'il n'y a pas d'obstacle pour la freiner, il n'y a rien qui l'arrête. Et au moment où ça arrive sur les rochers, ça fracasse tout sur son passage. On s'est réveillé au petit matin, le 4 mars, vision apocalyptique. Déjà, on serait cru dans un rêve, mais dans un très mauvais rêve, si ce n'est que c'était la réalité, avec un front de mer totalement dévasté. On était presque sur un champ de guerre. Je ne suis pas du tout impatient de revivre ça. Alors j'en ai gardé une trace, une très grosse trace avec toutes les images que j'ai pu réaliser l'année dernière, mais je ne suis pas pressé de refaire ces photos. Pas pressé non plus de revivre le cauchemar Xynthia, la faute sur mer s'organise. PC de crise en mairie pour suivre la marée montante. Puisque nous avons une marée haute à 18h avec le plus fort coef de la marée haute de février, et qu'elle était annoncée avec une surcote de 0,5 hier. Avant Xynthia, il n'existait pas la vigilance vague submersion. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas, on le voit maintenant régulièrement à la télé. En fait, l'État a choisi de mettre en place une vigilance supplémentaire. On en connaissait orage, on connaissait inondation. Et donc l'État a créé la vigilance vague submersion qui permet donc aux collectivités d'avoir des informations beaucoup plus rapidement sur le niveau, entre autres, de la mer, le niveau, ce qu'on appelle du plan d'eau. Ce matin, c'est monté jusqu'aux voitures à peu près. Donc ça va monter à peu près au même niveau, mais bon, il n'y a vraiment aucun problème. On a connu le pire. Hein. On est à l'heure pile de la marée haute, de très grandes marées, de très grands coefficients. Et bon, d'abord, premier élément de sécurité, elle est assurée. On voit bien que l'eau arrive à peine en pied de digue, donc on est au niveau de sécurité recherché. Alors même qu'on a une belle henriette qui est pleine d'eau, remplie notamment par une brèche à la Tranche-sur-Mer et un peu de surverse juste en face de nous, sur le cordon dunaire qui est franchi par l'océan. Mais c'est sécurisé et tout va bien. Le long de la digue, certains habitants viennent pour se rassurer. La marée du siècle ne jouera pas de mauvais tours. La nuit s'annonce avec la promesse d'une dernière marée haute, coefficient 119. Tout le monde dort, sauf Eric. Moi, je suis agent communal. Donc, je suis chargé pendant les grandes marées de venir surveiller un peu les points, un peu de référence, les points un peu susceptibles d'avoir un peu d'eau. Ça, c'est l'eau qui est montée sur le ponton. On voit bien. Vous voyez, les bateaux sont bien amarrés, donc pas de risque. Il n'y a pas de courant non plus, donc bon, c'est très bien. On est à la marée, donc elle ne montera pas plus. Soulagement à la faute, à Biarritz également.
Les vagues se contentent de lécher le front de mer. Finalement, plus de peur que de mal. Voilà, le vent a tourné puisqu'on était de secteur sud hier, on est en secteur ouest. Donc le plan d'eau est très haché, très décomposé, avec des périodes très courtes, donc des vagues moins puissantes. Ce qui fait que les vagues sautent moins haut. Ça fait 2 jours que les 3 sacs au palais tiennent. Ça protège bien les biens derrière. Ça ne se vide pas. Même avec des paquets d'eau, ça tient parfaitement. Retour à Saint-Malo pour finir notre voyage au cœur des grandes marées. Annick et Yves se régalent sur le sillon. C'est bon là, Quand on est face à des vagues comme ça, on ressent un sentiment. On est tout petit face à ces vagues et avec la fraîcheur, voilà comme on ressent. La bonne douche. La bonne douche, voilà. Et c'est juste magnifique. Attention. Regarde. Oh, magique. Superbe. Et ils ont fait circuler pour la première fois la police. Regarde, t'entends? Ça claque, hein? Pour la première fois, t'as la police qui circule à juste titre. Parce que, pour faire un petit peu bouger recule, les gens. Martha, recule d'ailleurs. Ça va? Et vous? Vous êtes arrosé? On s'est fait arroser. Et toi? Ouais, ça va. Ça On va? n'a jamais vu des vagues aussi hautes. Hein. Bon. Étonné de voir autant de monde. Mais Toi, t'es bien équipé, là. Ouais, bah ouais. Hein? T'as fait l'équipement? Après, les gens sont quand même vraiment inconscients. Heureusement qu'on n'est pas dans les mêmes conditions que l'année dernière parce qu'on aurait vraiment eu des problèmes. Voilà, de s'approcher, ça ne change pas grand-chose. Par contre, effectivement, s'il y a quelqu'un qui passe par-dessus, là, on est incapable d'aller le chercher. Incapable. Heureusement, le scénario ne s'est pas produit. Comme un feu d'artifice marin dans la nuit malouine, l'histoire se finit bien. Comme un cœur qui bat, les marées rythment la vie de notre littoral. Un spectacle magique pour les uns, effrayant pour d'autres. En tout cas, il ne laisse pas indifférent et il faudra attendre 18 ans pour retrouver des coefficients d'une telle amplitude. Cette émission a été préparée en association avec Le Parisien, aujourd'hui en France Magazine. N'hésitez pas à venir nous retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Toute l'équipe Thalassa vous remercie de votre fidélité. À bientôt et bon vent! Événement, vendredi prochain, Thalassa vous emmène en Algérie. Ce géant d'Afrique du Nord nous offre sa façade maritime. Des plages à perte de vue, des falaises vertigineuses. Et sous l'eau, on découvre des espèces marines devenues bien rares en Méditerranée. Aujourd'hui, les Algériens se tournent vers la Grande Bleue, bien décidés à profiter des richesses que leur offre cette côte colorée. Algérie, la mer retrouvée, c'est vendredi prochain à 20h45 dans Thalassa sur France 3.